Pendant plus de 4 décennies, Omar Bongo Ondimba a façonné le destin du Gabon, s'imposant comme un maître du pouvoir et de la diplomatie. Son règne, débuté en 1967, a traversé la guerre froide, les soubresauts de la France-Afrique et l'essor du multipartisme, faisant de lui un acteur incontournable en Afrique centrale. Mais derrière l'image du médiateur pacifique et du bâtisseur du miracle gabonais se cache une réalité plus complexe. Réseau d'influence, fidélité politique et gestion absolue du pouvoir. Entre soutien français et manœuvres stratégiques, il a su imposer son empreinte sur l'histoire du Gabon. Visionnaire ou despote, architecte du miracle gabonais ou maître incontesté du pouvoir, plongeons ensemble dans l'histoire d'Omar Bongo Ondimba, une figure qui continue d'influencer le Gabon, bien après sa disparition. Albert Bernard Bongo voit le jour le 30 décembre 1935 à Léouaï, une modeste localité de la province du Haut-Ogooué. À cette époque, cette région fait encore partie du Moyen Congo, l'une des 4 colonies formant l'Afrique équatoriale française, AEF, avant d'être officiellement rattaché au Gabon par décret le 16 octobre 1946. Ici de l'ethnie Téké, il grandit dans une famille modeste de cultivateurs. Ses parents, Basile Ondimba et Jeanne Ebori, ont 12 enfants et Albert est le 9e de la fratrie. Son enfance est marquée par de douloureuses épreuves. Il perd son père en 1942, à seulement 7 ans, puis sa mère en 1947, alors qu'il n'a que 12 ans. Orphelin, il est recueilli par son oncle, garde territorial affecté à Zanaga, dans le sud du Moyen-Congo. Dès 1935, à 10 ans, il est inscrit à l'école primaire de Zanaga. 2 ans plus tard, en 1947, il rejoint l'école publique de Bakongo à Brazzaville, mais son séjour y est bref. En 1948, son oncle étant muté à Mfondo, dans le nord du Congo-Brazzaville, Albert doit une nouvelle fois s'adapter. Malgré ses nombreux déplacements, il se distingue par ses capacités intellectuelles exceptionnelles, rattrapant avec brio son retard scolaire. Ses résultats lui valent d'être sélectionné pour poursuivre ses études en France. Mais son oncle, très attaché aux traditions, s'y oppose fermement. Déterminé à prendre son destin en main, Albert décide alors de fuir. En 1952, à seulement 17 ans, il profite d'une opportunité pour embarquer clandestinement sur un vapeur descendant l'Obangui et le fleuve Congo. Son périple le mène jusqu'à Brazzaville, où il trouve refuge chez son frère aîné. Avec un diplôme en poche, il intègre le lycée technique de Brazzaville. C'est à cette période que son leadership naturel se révèle. Orateur charismatique, il s'engage activement dans des débats, fédère ses camarades et se forge une réputation de meneur. Cependant, ses prises de position engagées lui valent plusieurs arrestations pour troubles à l'ordre public et incitation à la violence. Contraint de quitter prématurément ses études, il entame une nouvelle étape de sa vie. Il va faire la connaissance de Louise Mouyabi Moukala, avec qui il aura une fille, Pascaline Bongo, née en avril 1956. Après l'abandon de ses études, Albert trouve un emploi comme auxiliaire à la poste centrale de Brazzaville. Il réussit ensuite le concours d'entrée à l'administration des PTT, ce qui lui ouvre les portes de la fonction publique. Durant cette période, il fait une rencontre décisive, Nodi, un Français franc-maçon et socialiste, qui l'initie et l'intègre à la jeunesse socialiste de la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, un mouvement dirigé par Jaco Pango et Kasaban. Cette connexion marquera un tournant dans son engagement politique. En 1958, Albert Bongo s'engage dans l'armée française comme élève officier de réserve dans l'armée de l'air. Il effectue ses classes à Brazzaville, avant d'être envoyé à la base aérienne de Fort Lamy, au Tchad, après un passage à Bangui. Le 31 octobre 1959, profitant d'une permission, il épouse Marie-Joséphine Kama, plus connue sous le nom de Patience Dabani. De cette union naîtront 3 enfants, Alain, Annick et Amissa Bongo. À l'issue de sa formation militaire, il est promu sous-lieutenant, puis lieutenant de l'armée de l'air. Sa spécialité, le renseignement. Plus tard, il dira lui-même qu'il était un petit espion militaire français. Le 17 août 1960, le Gabon accède à l'indépendance, marquant non seulement la fin de la colonisation française, mais aussi l'éclatement de l'Afrique équatoriale française. Cette transition met un terme aux liens administratifs entre les territoires de l'ancienne fédération, malgré les aspirations de Barthélemy Boganda à fonder les États-Unis d'Afrique latine. Dès 1958, le Moyen Congo devient la République du Congo, le Bangui-Chari devient la République centrafricaine, le Tchad prend le nom de République du Tchad et le Gabon devient la République gabonaise. Après son service militaire, Albert Bongo rentre naturellement au Gabon, où il décroche un poste au poste télégraphe et téléphone, PTT de Libreville. C'est à cette époque qu'il fait ses premiers pas en politique. Lors des élections législatives de 1961, il soutient Marcel Sandougou, un candidat originaire du Haut-Ogooué. Son engagement ne passe pas inaperçu. Il attire l'attention de Jean-Hilaire Obama, influent ministre des Affaires étrangères et rival du président Léomba. Ainsi débute l'ascension politique d'Albert Bongo, un jeune ambitieux, formé dans les cercles militaires et administratifs français, prêt à jouer un rôle clé dans le Gabon indépendant. Albert Bernard Bongo entame sa carrière au ministère des Affaires étrangères, après avoir intégré le cabinet de Jean-Hilaire Obama.
Lors d'une réception officielle, il fait la rencontre du président Léomba, premier chef d'État du Gabon indépendant. Ce dernier, qui avait initialement milité pour faire du Gabon un département français, une option rejetée par Charles de Gaulle, est rapidement séduit par les compétences du jeune Bongo. Il lui propose d'intégrer son équipe. En octobre 1962, Bongo est nommé directeur de cabinet présidentiel, succédant à Marcel Gazani. Pendant 5 ans, il se forme aux côtés de Léomba, lui témoignant une loyauté sans fin. Le 19 février 1963, Léomba dissout l'Assemblée nationale et limoge Jean-Hilaire Obama, son ancien ministre des Affaires étrangères. Un an plus tard, dans la nuit du 17 février 1964, un groupe de militaires prend d'assaut le palais présidentiel et annonce la formation d'un gouvernement provisoire dirigé par Obama. Contraint par les putschistes, Léomba est arrêté et contraint d'annoncer sa démission à la radio. Le jour J est arrivé. Les injustices ont dépassé la mesure. Ce peuple est très patient, mais sa patience a des limites. Il est arrivé à bout. Le comité révolutionnaire vous enjoint instamment de déposer votre démission. Interné à Lambaréné, Léomba voit son pouvoir vaciller. De son côté, Albert Bernard Bongo est emprisonné au camp Baraka de Libreville, malgré ses tentatives d'alerter le président et la gendarmerie française du risque de coup d'État. Sa mise en garde est ignorée par Paris, qui estime alors que l'armée gabonaise n'a pas les capacités d'orchestrer un tel soulèvement. Dans la nuit du 17 février 1964, alors qu'il rentre chez lui avec son épouse, Bongo reçoit un appel informant du coup d'État en cours. Sans hésiter, il se rend immédiatement auprès du président, où il est arrêté par les mutins. À Paris, la réaction est immédiate. De Gaulle et Jacques Foccart, architectes de la France-Afrique, décident de rétablir Léomba au pouvoir. Dans la nuit du 18 au 19 février, des troupes françaises venues de Dakar et Brazzaville débarquent à Libreville. Après de longs affrontements, faisant 3 mois côté français et 25 côté gabonais, elles reprennent le contrôle de la capitale. Jean-Hilaire Obama est arrêté et condamné à 10 ans de prison. Dans la foulée, la France met en place une garde présidentielle, dirigée par l'ancien agent du SDEC, Bob Malobier, afin de garantir la sécurité de Léomba et d'éviter toute récidive. À la suite de ces événements, Léomba se rapproche encore davantage de Bongo, qu'il considère désormais comme son bras droit. En 1965, il le nomme ministre délégué à la présidence, chargé à la coordination et de la défense. Cette nomination marque une reconnaissance de sa fidélité et lui ouvre les portes du cercle du pouvoir. Désormais, il est reçu à l'Élysée et présenté à De Gaulle en personne. En novembre 1966, sous l'influence de Jacques Foccart, Bongo est nommé vice-président du gouvernement, en remplacement de Paul-Marie Yembi. Cette nomination ne doit rien au hasard. Elle s'inscrit dans une stratégie bien orchestrée visant à préparer sa succession. En août 1966, Léomba, gravement malade, est hospitalisé à Paris. Sur son lit d'hôpital, Jacques Foccart lui fait paraphrer une modification de la Constitution, instaurant la fonction de vice-président, un poste conçu sur mesure pour Albert Bernard Bongo. En novembre 1966, Léomba convoque Bongo en France et lui annonce que, sur recommandation de Paris, la fonction de vice-président est désormais directement liée à la succession présidentielle, en cas d'empêchement du chef de l'État. Cette réforme scelle le destin politique du jeune Bongo. Le 17 février 1967, l'Assemblée nationale adopte cette réforme par acclamation. Dès lors, Bongo, élu sur le ticket de Mba Bongo, est légitimé par le vote populaire et devient l'héritier naturel du pouvoir en cas de vacances présidentielles. Le 24 février 1967, Léomba annonce officiellement la tenue des élections présidentielles le 19 mars 1967. Toujours hospitalisé à Paris, il confie à Bongo la responsabilité de mener la campagne électorale au Gabon. Le résultat est sans appel. Le duo Mba Bongo l'emporte avec un score écrasant de 99,90% des voix. Le 27 novembre 1967, Léomba s'éteint à Paris. Conformément à la Constitution, Albert Bernard Bongo lui succède automatiquement à la présidence du Gabon. À 32 ans seulement, il devient le deuxième chef d'État du pays, amorçant une nouvelle ère politique sous son leadership. Dès son accession au pouvoir, Albert Bernard Bongo s'attelle à consolider son autorité. En janvier 1968, il effectue une visite officielle en France. Il est reçu à l'Élysée, puis en Côte d'Ivoire où il rencontre Félix Houphouët-Boigny, l'un des piliers de la France-Afrique. Ces déplacements marquent son ancrage dans le réseau des chefs d'État africains proches de Paris. De retour au Gabon, il supprime la fonction de vice-président, ce même poste qui lui avait permis d'accéder au sommet de l'État. Cette réforme lui garantit un contrôle total du pouvoir exécutif. Souhaitant apaiser les tensions nées du coup d'État de 1964, il ordonne la libération de plusieurs anciens mutins. Cependant, dès mars 1968, il prend une décision radicale, la fin du multipartisme. Il fonde alors le Parti démocratique gabonais, PDG, qui devient l'unique formation politique autorisée. Officiellement, ce parti unique est présenté comme un facteur de stabilité dans un pays marqué par des tensions ethniques et un outil nécessaire au développement national. Mais en réalité, cette mesure marque le début d'un régime autoritaire, où les opposants sont exilés, emprisonnés ou réduits au silence. Sous ce système monopartite, Bongo est réélu sans difficulté en 1973, 1980 et 1986.
Mais lorsque les vents de la démocratie soufflent sur l'Afrique dans les années 1990, il adapte son régime et rétablit le multipartisme. Malgré cette ouverture apparente, il demeure solidement au pouvoir, remportant les élections présidentielles de 1993 et 1998, bien que ces scrutins soient entachés d'irrégularités dénoncées par l'opposition. L'explosion des prix du pétrole à la fin de l'année 1973 ouvre une décennie de prospérité sans précédent pour le Gabon. Grâce à cette manne financière, Omar Bongo engage une politique d'infrastructure ambitieuse. Routes, ports, chemins de fer, centrales électriques voient le jour, tout comme Air Gabon, qui devient la compagnie nationale. C'est aussi à cette époque que sortent de terre des symboles du pouvoir, le palais présidentiel, le palais des conférences et la cité du 12 mars. Le chemin de fer transgabonais traversant la forêt équatoriale est achevé. Il facilite l'exportation des richesses minières du pays, notamment l'uranium, le manganèse et le bois précieux. Grâce à cette prospérité, le niveau de vie des Gabonais devient l'un des plus élevés d'Afrique, attirant une forte migration en quête d'opportunités. La presse internationale parle alors de miracles gabonais, tant le pays connaît une transformation spectaculaire. Mais derrière cette croissance fulgurante, la dépendance du Gabon vis-à-vis de la France demeure forte. Omar Bongo illustre lui-même cette relation dans une citation restée célèbre. Le Gabon sans la France, c'est une voiture sans chauffeur. La France sans Gabon, c'est une voiture sans carburant. En 1973, Omar Bongo se convertit à l'islam et adopte le nom de El Hadj Omar Bongo, après avoir effectué le pèlerinage à la Mecque. Cette décision intervient alors qu'il cherche à renforcer les liens du Gabon avec les pays arabes, notamment ceux de l'OPEP, dont il devient un allié stratégique. Sa conversion, qui coïncide avec le boom pétrolier, est perçue par certains comme une démarche opportuniste, visant à s'attirer les faveurs des puissances du Golfe. Bongo, lui, assure qu'il s'agit d'un acte de foi sincère. En 2004, il décide d'ajouter le nom de son père à son patronyme, devenant ainsi Omar Bongo Ondimba, affirmant ainsi son ancrage dans la tradition gabonaise. En 1987, Omar Bongo divorce de sa première épouse, Marie-Joséphine Kama, qui s'exile aux États-Unis et entame une carrière musicale. Elle devient une figure populaire sous le nom de Patience Dabani, surnommée la Mama. 3 ans plus tard, en 1990, alors que le Gabon traverse une période troublée avec la conférence nationale, Omar Bongo épouse Edith Lucie Sassou Nguesso, fille du président congolais Denis Sassou Nguesso. Médecin de formation, belle et intelligente, elle devient une première dame influente. De ce mariage naîtront 2 enfants, Yacine et Omar Junior Bongo. Le 14 mars 2009, Edith Lucie Bongo s'éteint à Rabat, au Maroc, où elle était hospitalisée. Dévasté par cette perte, Omar Bongo Ondimba est lui-même admis en mai 2009 à la clinique Quiron de Barcelone, en Espagne. Il y décède le 8 juin 2009, mettant fin à plus de 4 décennies de règne sur le Gabon. On ne mange pas la paix, on ne mange pas la paix, mais on ne mange pas la paix. On ne construit pas dans le désordre. Omar Bongo s'est toujours présenté comme un artisan de la paix en Afrique. Il a mené de nombreuses médiations dans des conflits régionaux et a reçu plusieurs distinctions internationales pour son engagement diplomatique. Cependant, son rôle dans les crises africaines n'a pas toujours été pacifique. Sous sa présidence, le Gabon a aussi servi de base arrière pour plusieurs opérations clandestines. En 1968, du Biafra, sous la pression de Félix Houphouët-Boigny et de la France, Bongo reconnaît l'indépendance fictive du Biafra. Libreville devient alors un hub stratégique pour les mercenaires et les cargos d'armes destinés aux rebelles du colonel Ojo. L'armée française entraîne même des soldats biafrais sur le sol gabonais. Les mercenaires de Bob Denard. Depuis le Gabon, les hommes du célèbre mercenaire français Bob Denard tentent de déstabiliser le régime marxiste du Bénin. Lorsque le conflit éclate entre Pascal Lissouba et Denis Sassou Nguesso, la France choisit de soutenir ce dernier. Le Gabon devient alors un point de transit pour les armes, renforçant les forces pro-Sassou. Les armes transitaient par le Gabon pour alimenter Sassou. Donc Bongo avait choisi son camp. Omar Bongo jouait double jeu. Oui, tout à fait. À Lissouba, il faisait des grands sourires et derrière, il facilitait le transport des armes et tout ça pour armer le Sassou Nguesso. Après plus de 40 ans à la tête du Gabon, Omar Bongo Ondimba s'éteint en 2009, laissant derrière lui un pays profondément marqué par son empreinte. Son règne aura été synonyme d'une stabilité politique rare en Afrique, mais aussi d'une gestion du pouvoir fondée sur un réseau d'influence, mêlant affaires, famille et diplomatie secrète. Aujourd'hui encore, son héritage divise. Pour certains, il fut un stratège hors pair, capable de préserver l'unité du Gabon face aux turbulences africaines. Pour d'autres, son règne incarne un pouvoir ultra personnalisé, marqué par une gestion opaque des ressources, notamment pétrolières. Mais une chose est certaine, Omar Bongo Ondimba reste l'une des figures les plus marquantes de l'histoire politique africaine. Son influence, encore palpable après sa disparition, témoigne de la profondeur de son règne. Le Gabon a-t-il véritablement tourné la page de l'ère Bongo? Ou bien son ombre plane-t-il encore sur le pays? Seule l'histoire nous le dira. Nous reviendrons en détail sur ses 41 années de pouvoir dans les prochaines vidéos, en explorant sa politique intérieure, ses relations avec la France et son héritage.